Chapitre 21. Non, je crois que la princesse est fatiguée, et que les chevaux ne l'intéressent pas, dit Vronsky à Anna, qui lui est proposé de se rendre au Arras, où Sviazhsky voulait voir le nouvel étalon. Allez-y, moi je vais reconduire la princesse à la maison, et nous causerons un peu, si cela vous est agréable, dit-il, en se tournant vers Dolly. Je n'entends rien aux chevaux, aussi j'accepte bien volontiers, dit Daria Alexandrovna, un peu étonnée. Elle voyait au visage de Vronsky qu'il avait quelque chose à lui demander. Elle ne s'était pas trompée. Dès qu'ils eurent franchi la petite porte du jardin, il regarda du côté où était partie Anna et, s'étant assuré qu'elle ne pouvait ni les entendre ni les voir, il commença. « Vous avez deviné que je désirais vous entretenir, » dit-il, en la regardant avec des yeux rieurs. « Je ne me trompe pas en vous croyant une amie d'Anna. » Il ôta son chapeau et, tirant son mouchoir, essuya son crâne qui commençait à se dégarnir. Daria Alexandrovna ne répondit rien et se contenta de lui lancer un regard effrayé. Lorsqu'elle était restée seule avec lui, elle s'était soudain sentie inquiète. Ses yeux rieurs et son expression sévère lui faisaient peur. Les suppositions les plus variées quant au sujet qu'il allait aborder traversèrent son esprit. Il va me demander de venir habiter chez eux avec les enfants, et je devrais lui refuser. Ou bien il veut que je constitue un cercle pour Anna à Moscou, à moins que ce soit au sujet de Vassia Veslovsky et de ses rapports avec Anna. Ou veut-il me parler de Kitty, envers qui il se sent coupable? Elle n'avait songé qu'à des éventualités désagréables, et n'avait nullement deviné ce qu'il projetait de lui dire. Vous avez une si grande influence sur Anna. Elle a tellement d'affection pour vous. Aidez-moi, lui dit-il. Daria Alexandrovna jeta un regard interrogateur et timide sur son visage énergique, où se jouaient les ombres des tilleuls, et attendit ce qu'il allait dire. Mais il continuait à marcher à côté d'elle, en silence, en taquinant le gravier de sa badine. Si vous êtes venu nous voir, vous, l'unique femme parmi tous les anciens amis d'Anna, je ne compte pas la princesse Barbara, je suppose que vous l'avez fait non parce que vous jugez notre situation normale, mais parce que, comprenant combien cette position est pénible, vous continuez à aimer Anna et vous désirez l'aider. Ai-je bien deviné? Demanda-t-il en se tournant vers elle. Oui, répondit Daria Alexandrovna en fermant son ombrelle. Mais non, l'interrompit-il, et involontairement, sans songer qu'il mettait ainsi son interlocutrice dans une position gênante, il s'arrêta, de sorte qu'elle dut aussi s'arrêter. Personne ne sent plus vivement que moi à quel point la situation d'Anna est douloureuse. Et vous le comprendrez si vous me faites l'honneur de me tenir pour un homme qui a un cœur. C'est moi qui suis responsable de cette situation. Aussi, elle m'affecte. Je comprends, dit Daria Alexandrovna, admirant malgré elle la sincérité et la fermeté qu'il avait mises dans ses paroles. Mais, précisément parce que vous vous sentez responsable, vous exagérez, je le crains, dit-elle. Je reconnais que sa situation est pénible dans le monde. Dans le monde, c'est un enfer, dit-il rapidement en fronçant les sourcils d'un air sombre. On ne peut s'imaginer de torture morale pire que celle qu'elle a endurée à Pétersbourg pendant ces 2 semaines. Je vous prie de le croire. Oui, mais ici, tant que ni Anna, ni vous n'avez besoin du monde. Le monde, s'exclama-t-il avec mépris.
Comment pourrais-je avoir besoin du monde? Jusqu'à ce moment, et cela peut-être toujours, vous serez heureux et tranquille. Je vois qu'Anna est heureuse, parfaitement heureuse. Elle a eu le temps de me le dire, dit Daria Alexandrovna en souriant. Et malgré elle, en disant cela, elle se demandait maintenant si Anna était réellement heureuse. Vronsky paraissait ne pas en douter. Oui, oui, dit-il. Je sais qu'elle est revenue à la vie après toutes ses souffrances. Elle est heureuse, heureuse du présent, mais je... je crains ce qui nous attend. Je m'excuse. Avez-vous envie de marcher? Non, cela m'est égal. Alors asseyons-nous ici. Daria Alexandrovna s'assit sur un banc dans un coin de l'allée. Il resta debout devant elle. Je vois qu'elle est heureuse, répéta-t-il, et Dolly sentit ses doutes se préciser. Mais cela peut-il durer ainsi? Que nous ayons bien ou mal agi, c'est une autre question. Mais le sort en est jeté, dit-il, en passant du russe au français. Et nous sommes liés pour toute la vie. Nous sommes unis par les liens les plus sacrés pour nous, ceux de l'amour. Nous avons un enfant. Nous pouvons en avoir encore. Mais la loi et toutes les contingences sont telles qu'il se présente mille complications qu'après toutes les souffrances et les épreuves qu'elle a connues, elle ne voit pas et ne veut pas voir. Et c'est compréhensible. Mais moi, je ne peux pas ne pas les voir. Ma fille, d'après la loi, n'est pas ma fille, mais celle de Karénine. Ce mensonge me révolte, dit-il, avec un geste énergique de dénégation, et il regarda Daria Alexandrovna d'un air triste et interrogateur. Elle ne répondit rien et se borna à le regarder. Il poursuivit. Demain, il peut me naître un fils et, selon la loi, ce serait un Karénine. Il ne serait héritier ni de mon nom, ni de mes biens. Aussi heureux que nous soyons, autant d'enfants que nous ayons, il n'y aura pas de lien entre eux et moi. Ce seront des Karénines. Vous comprenez tout ce que cette situation a d'abominable. J'ai essayé d'en parler à Anna. Cela l'irrite. Elle ne comprend pas et, à elle, je ne peux pas dire tout. Maintenant, placez-vous à un autre point de vue. Je suis heureux, heureux de son amour. Mais il faut que j'aie une occupation. J'ai trouvé cette occupation et j'en suis fier. J'estime qu'elle est plus noble que les activités de mes anciens camarades à la cour ou à l'armée. Je ne changerai certainement pas avec eux. Je travaille ici, sur place, et suis heureux, satisfait. Nous n'avons besoin de rien d'autre. J'aime cette activité. Cela n'est pas un pis-aller, au contraire. Daria Alexandrovna remarqua qu'à ce moment de son explication, il s'était embrouillé. Elle ne comprenait pas bien le sens de cette digression, mais elle sentait que maintenant qu'il avait commencé à parler de ses dispositions intimes, dont il ne pouvait parler avec Anna, il disait tout, et que le problème de son activité à la campagne se trouvait dans le même cercle de préoccupations intimes que celui de ses rapports avec Anna. « Je poursuis, dit-il en se ressaisissant. Pour moi, le plus important en travaillant, c'est d'avoir la certitude que ce que je fais ne mourra pas avec moi, que j'aurai des héritiers. Et c'est ce que je n'ai pas. Représentez-vous la situation d'un homme qui sait d'avance que les enfants qu'il a eus de la femme qu'il aime ne seront pas à lui mais à un autre homme qui les hait et qui ne veut pas les connaître. C'est affreux. Il se tut, visiblement très ému. Oui, bien sûr, je comprends. Mais que peut faire Anna? Demanda Daria Alexandrovna. Cela m'amène au but de notre entretien.
dit-il, en se dominant avec effort. Anna peut faire quelque chose. Cela dépend d'elle. Même pour demander à l'empereur la légitimation de mes enfants. Le divorce m'est indispensable. Et cela dépend d'Anna. Son mari avait consenti au divorce. Votre mari était sur le point de tout arranger. Et même maintenant, je sais qu'il ne refuserait pas. Il suffirait de lui écrire. Il avait dit alors que si elle en exprimait le désir, il ne lui refuserait pas. Bien entendu, dit-il, d'un air sombre. C'est une de ces cruautés de pharisien dont seuls ces gens sans cœur sont capables. Il sait quelle souffrance coûte à Anna tout rappel de son existence et, le sachant, il exige une lettre d'elle. Je comprends que cela lui soit odieux, mais, devant d'aussi graves raisons, il faut passer par-dessus toutes ces finesses de sentiments. Il y va du bonheur et de l'existence d'Anna et de ses enfants. Je ne parle pas de moi, quoique cela me soit pénible. Très pénible, dit-il, avec un air menaçant. Aussi, princesse, c'est pourquoi je m'accroche à vous de façon éhontée, comme à une planche de salut. Aidez-moi à la persuader de lui écrire et d'exiger le divorce. Certainement, dit Daria Alexandrovna d'un air pensif, en se rappelant nettement sa dernière entrevue avec Alexis Alexandrovitch. Certainement, répéta-t-elle d'un ton décidé en songeant à Anna. Employez votre influence sur elle. Faites qu'elle lui écrive. Je ne veux pas lui en parler, et d'ailleurs c'est presque impossible. C'est bon, je lui en parlerai. Mais qu'en pense-t-elle, elle-même dit Daria Alexandrovna, qui soudain, sans raison précise, se rappela l'étrange habitude qu'avait prise Anna de cligner des yeux. Et elle se souvint qu'Anna clignait des yeux précisément lorsqu'on touchait à des sujets concernant sa vie intime. On dirait qu'elle cligne des yeux pour ne pas tout voir, songea Dolly. Oui, je lui parlerai sans faute, et pour moi et pour elle, répondit Daria Alexandrovna, à l'expression reconnaissante de Vronsky. Ils se levèrent et rentrèrent. Chapitre 22. Lorsqu'Anna rentra, après eux, elle regarda Dolly attentivement comme pour l'interroger au sujet de la conversation qu'elle avait eue avec Vronsky. Mais elle ne lui posa pas de questions. « Je crois qu'il est temps de dîner, » dit-elle. « Nous ne sommes pas encore vus du tout. Je compte sur ce soir. Maintenant, il faut que j'aille me changer. Toi aussi, je pense. Nous nous sommes salis en visitant le chantier. » Dolly regagna sa chambre et sa situation lui parut comique. Elle ne pouvait se changer, car elle avait mis sa plus jolie robe. Mais, pour marquer d'une façon quelconque ses préparatifs en vue du dîner,
Elle demanda à la femme de chambre de lui nettoyer sa robe, en changea les poignets et le nœud de ruban, et disposa une dentelle dans ses cheveux. C'est tout ce que j'ai pu faire, dit-elle, en souriant à Anna qui vint la chercher dans une troisième robe, toujours extrêmement simple. Oui, nous sommes très formalistes ici, dit Anna, comme pour s'excuser de son élégance. Alexis est ravi de ton arrivée. Je l'ai rarement vu aussi content. Il est amoureux de toi, ajouta-t-elle. Tu n'es pas trop fatigué? Elles n'eurent pas le temps de parler avant le dîner. Lorsqu'elles entrèrent dans le salon, elles y trouvèrent la princesse Barbara et les hommes en redingote. L'architecte était en habit. Vronsky présenta à Dolly le médecin et l'intendant. Il lui avait déjà présenté l'architecte à l'hôpital. Un maître d'hôtel corpulent, au visage rond, glabre, et luisant et à la cravate blanche empesée, annonça que c'était servi. Les dames se levèrent. Vronsky pria Zviaski d'offrir son bras à Anna Arkadievna et lui-même s'avança vers Dolly. Veslovsky tendit son bras avant Touchkevitch à la princesse Barbara, de sorte que Touchkevitch fit cavalier seul, de même que l'intendant et le médecin. Le dîner, la salle à manger, la vaisselle, le service, les vins et les mets non seulement étaient en harmonie avec l'atmosphère générale de luxe neuf de la maison, mais semblaient encore plus somptueux et encore plus neufs. Daria Alexandrovna observait en maîtresse de maison et, quoiqu'elle n'eût pas la prétention de comparer rien de ce qu'elle avait vu à sa propre demeure, tout était beaucoup plus luxueux que chez elle, notait tous les détails et se demandait qui avait présidé. Les maîtres de maison de bonne compagnie aiment à laisser croire à leurs invités que tout se fait chez eux sans nulle peine, et pour ainsi dire, de soi-même. Veslovsky, son mari, Zviaski et beaucoup d'hommes de sa connaissance eussent donné dans ce panneau. Daria Alexandrovna, elle, savait que même la bouillie du matin ne se donne pas toute seule aux enfants, et qu'une tenue de maison aussi complexe et aussi soignée exigeait une sollicitude de tous instants. Au regard dont Alexis Kirillovitch enveloppa la table, au signe de tête qu'il fit au maître d'hôtel, au choix qu'il offrit à Daria Alexandrovna entre un potage froid au poisson et un consommé, elle comprit que tout se faisait ici par l'hôte en personne. Cela ne dépendait pas plus d'Anna que, par exemple, de Veslovsky. Anna, Zviaski, la princesse et Veslovsky étaient, au même titre, des invités qui jouissaient gaiement de ce qui avait été préparé pour eux. Anna se contentait de diriger la conversation. Et cette tâche, fort difficile pour la maîtresse de maison à une table peu nombreuse où prenaient place des gens d'un tout autre monde, comme l'intendant et l'architecte, qui s'efforçaient de ne pas se laisser effaroucher par ce luxe inaccoutumé, et qui étaient incapables de prendre longtemps part à la conversation générale. Cette tâche, Anna s'en acquittait avec sa simplicité et son tact habituel, et même, comme le remarqua Daria Alexandrovna, avec plaisir. On parla d'abord de la promenade que Touchkevitch et Veslovsky avaient faite en barque, et Touchkevitch voulut s'étendre sur les dernières courses du yacht club de Pétersbourg. Mais Anna attendit une pause, et s'adressa aussitôt à l'architecte pour le sortir de son mutisme. « Nicolas Ivanitch, dit-elle, en parlant de Zviaski, a été frappé des progrès du nouveau bâtiment depuis la dernière fois qu'il est venu. Mais j'y vais moi-même chaque jour, et je suis chaque jour étonné de la rapidité du travail. Il est agréable de travailler avec son Excellence, dit l'architecte avec un sourire.
C'était un homme déférent et calme, très conscient de sa dignité. Ce n'est pas comme quand on a affaire aux autorités du chef-lieu. Là-bas, ils auraient noirci toute une rame de papier, tandis qu'en 3 mots, on se met d'accord avec le comte. Les manières américaines, dit Świecki en souriant. Oui, là-bas aussi, on sait construire. La conversation s'orienta vers les abus de pouvoir aux États-Unis, mais Anna la ramena sur un autre thème pour faire parler l'intendant. As-tu déjà vu des moissonneuses dit-elle en se tournant vers Daria Alexandrovna. Nous étions allés en voir une quand nous t'avons rencontré. Pour moi, c'était la première fois. Comment fonctionne-t-elle demanda Dolly. Exactement comme des ciseaux. Il y a une planche et une quantité de petits ciseaux. Comme cela. Anna prit son couteau et sa fourchette dans ses belles mains blanches couvertes de bagues et commença sa démonstration. Elle voyait manifestement que personne ne comprenait rien à ce qu'elle disait, mais, sachant qu'elle avait une voix agréable et que ses mains étaient belles, elle continuait. Ce sont plutôt des canifs, dit pour plaisanter Veslovski, qui ne la quittait pas des yeux. Anna sourit presque imperceptiblement, mais ne lui répondit pas. N'est-ce pas, Karl Fédérovitch, que cela ressemble à des ciseaux dit-elle en se tournant vers l'intendant. Oh, ja, répondit l'Allemand. Es ist ein ganz einfach Ding. Oh oui, c'est très simple. Et il commença à expliquer l'agencement de la machine. C'est dommage qu'elle ne lie pas les gerbes, dit Sviaski. J'en ai vu à l'exposition de Vienne qui liait les gerbes avec du fil de fer. Elles sont plus avantageuses. Es kommt drauf an, der Preis vom Dart muss angehört werden. Cela dépend, il faut calculer le prix du fil de fer. Et l'Allemand, lancé dans la conversation, s'adressa à Vronsky. C'est facile à calculer, Excellence. L'Allemand portait déjà sa main à sa poche, où il gardait toujours un crayon et un carnet, où il inscrivait tout, mais le regard glacial de Vronsky l'arrêta. C'est trop compliqué. Cela cause trop de clopotes. Embarras, conclut-il. Quand on veut des deux-codes, revenus, on supporte aussi les clopotes. Embarras, dit Vassia Veslovski pour taquiner l'Allemand. J'adore l'Allemand, reprit-il en se tournant vers Anna avec le même sourire. Cessez, lui dit-elle d'un ton mi-plaisant, mi-sévère. Nous pensions vous trouver dans les champs, Basil Semenitch, dit-elle au docteur, un homme à l'aspect maladif. Vous êtes allé là-bas? Oui, mais je me suis volatilisé, répondit le docteur, d'un ton qui voulait être badin, mais qui était en réalité lugubre. Alors, vous avez fait beaucoup d'exercices. Oui, c'était merveilleux. Et comment va la vieille malade? J'espère que ce n'est pas la fièvre typhoïde. Non, pas précisément. Mais elle n'en est pas pour cela en meilleure posture. Quelle tristesse, dit Anna, et, ayant de cette façon rempli ses devoirs de politesse envers les habitués de la maison, elle se tourna vers ses amis. Malgré tout, il serait difficile de construire une machine sur vos indications, Anna Arkadievna, lui dit Sviaski en plaisantant. Non? Pourquoi donc? Dit Anna, avec un sourire qui disait qu'elle savait que dans sa démonstration du fonctionnement de la machine, il y avait quelque chose de charmant qui n'avait pas échappé à Sviaski. Ce nouveau trait de coquetterie juvénile déplut à Dolly. Par contre, les connaissances d'Anna Arkadievna en architecture sont étonnantes, dit Touchkevitch.
Je crois bien. J'ai entendu hier Anna Arkadievna parler de plaintes et de frontons, dit Veslovski. Est-ce bien cela? Il n'y a rien d'étonnant à cela qu'on entend prononcer ces mots-là si souvent, dit Anna. Je suis sûr que vous ne savez même pas avec quels matériaux on fait une maison. Daria Alexandrovna, vous voyez qu'Anna était mécontente du ton folâtre qui s'établissait entre elle et Veslovski, mais qu'elle y cédait malgré elle. Vronsky, en cette occasion, ne se comporta nullement comme Lévin. Il n'attribuait manifestement aucune importance au bavardage de Veslovski et, au contraire, encourageait ses plaisanteries. Oui. Dites-nous comment on lie les pierres, Veslovski. Avec du ciment, bien entendu. Bravo. Mais qu'est-ce que le ciment? C'est une espèce de bouillie. Non, de mastic, dit Veslovski, qui déclencha l'hilarité générale. La conversation entre les convives a l'expression du médecin, de l'architecte et de l'intendant plongés dans un silence mélancolique, ne tarit point. Tantôt elle glissait, tantôt s'attardait autour de l'un ou de l'autre. À un moment, Daria Alexandrovna fut piquée au vif et se fâcha tellement qu'elle en devint toute rouge, et se demanda après si elle n'avait pas laissé échapper un mot de trop. Sviajsky s'était mis à parler de Lévin, et racontait qu'il avait des idées bizarres, et croyait que l'introduction des machines en Russie était tout simplement néfaste. « Je n'ai pas le plaisir de connaître ce monsieur Lévin, dit Vronsky en souriant. Mais il n'a vraisemblablement jamais vu ces machines qu'il condamne. Et s'il en a vu et expérimenté, ce sont sans doute des machines russes et non des machines étrangères. Alors, quelle opinion peut-il avoir? Il voit les choses du point de vue turc, dit Veslovski, avec un sourire en se tournant vers Anna. Je ne peux défendre ses opinions, dit Dolly, en devenant écarlate. Mais je peux dire que c'est un homme très instruit, et s'il était là, il saurait quoi vous répondre. Mais moi, je ne sais pas. Je l'aime beaucoup, et nous sommes de grands amis, dit Sviajsky, en souriant d'un air paterne. Mais pardon, il est un petit peu toqué. Par exemple, il soutient que l'administration provinciale et la justice de paix sont inutiles, et il refuse d'y participer. C'est notre indifférence russe, dit Vronsky, en se versant de l'eau glacée dans un verre à pied délicat, refusant de reconnaître les devoirs que nous imposent nos droits, puis nier les devoirs. Je ne connais pas d'homme plus strict dans l'accomplissement de ses devoirs, dit Daria Alexandrovna, irritée du ton de supériorité de Vronsky. Pour ma part, reprit Vronsky, visiblement piqué au vif par cet entretien, tel que vous me voyez, je suis très reconnaissant de l'honneur que l'on m'a fait, grâce à Nikolai Ivanitch, il désigna Sviajsky, en m'élisant juge de paix honoraire. J'estime que pour moi, l'obligation de me rendre au tribunal et d'y juger un moujik qui a volé un cheval est tout aussi importante que tout ce que je peux faire. Et si l'on me choisit comme délégué à l'Assemblée, je considérerai cela comme un honneur. C'est ma seule façon de payer ma dette à la société pour les avantages dont je jouis en tant que propriétaire. Par malheur, on ne comprend pas l'importance que devraient avoir dans l'État les gros propriétaires. Il parut étrange à Daria Alexandrovna de le voir si sûr de lui, sous son propre toit, à sa table. Elle se souvint que Lévin, qui avait des opinions opposées, était aussi catégorique dans ses jugements lorsqu'il était chez lui à table. Mais elle aimait Lévin, aussi elle était de son côté. Alors, nous pouvons compter sur vous à la prochaine assemblée, comte, dit Sviajsky. Il faudra partir plus tôt pour être là-bas le 8. Si vous me faisiez l'honneur de vous arrêter chez moi. Je suis un peu de l'avis de ton beau-frère, dit Anna.
mais pour des motifs différents, ajouta-t-elle avec un sourire. Je crains que ces derniers temps, nos obligations sociales ne soient devenues trop nombreuses. On se heurte partout aux agents sociaux comme autrefois aux fonctionnaires. Alexis est ici depuis 6 mois, et il est déjà membre de 5 ou 6 institutions différentes. Il est curateur, juge, député, juré. Du train que cela va, tout son temps va y passer. Et j'ai peur que ces fonctions si nombreuses soient purement nominales. De combien de sociétés êtes-vous membre, Nicolas Ivanitch dit-elle en se tournant vers Zviaski. Une vingtaine, il me semble. Anna parlait d'un ton léger, mais on sentait percer son irritation. Daria Alexandrovna, qui observait Anna et Vronsky avec attention, s'en aperçut aussitôt. Elle remarqua aussi que pendant cette conversation, le visage de Vronsky avait immédiatement pris une expression sérieuse et têtue. Et lorsque la princesse Barbara, pour changer de conversation, se hâta de parler d'amis de Pétersbourg, et que Dolly se souvint de ce que Vronsky, dans le jardin, lui avait dit assez mal à propos sur son activité, elle comprit que quelques différends intimes entre Anna et Vronsky se trouvaient liés à ce problème de l'activité sociale. Le dîner, les vins, le service, tout cela était parfait. Mais tout se passait comme au repas officiel et au bal dont Dolly avait perdu l'habitude. Même tension, même impersonnalité. Or, c'était un jour ordinaire, dans un petit cercle, et elle en retira une impression désagréable. Après le dîner, ils allèrent sur la terrasse. Puis on joua au lawn tennis. Les joueurs, qui s'étaient divisés en 2 équipes, se répartirent sur le croquet ground, soigneusement aplani et roulé de chaque côté, un filet tendu, soutenu par des poteaux dorés. Daria Alexandrovna s'essaya au jeu, mais pendant un long moment, elle n'y comprit rien. Lorsqu'elle comprit, elle était tellement fatiguée qu'elle alla s'asseoir à côté de la princesse Barbara et se contenta de regarder les joueurs. Son partenaire, Touchkevitch, avait lui aussi abandonné. Mais les autres continuèrent à jouer longtemps. Sviaski et Vronsky jouaient tous deux très bien, et avec beaucoup de sérieux. Ils suivaient d'un œil perçant la balle qu'on leur lançait, couraient vers elle, sans se hâter ni sans s'attarder, attendaient qu'elle rebondît et la renvoyaient de l'autre côté du filet d'un coup de raquette précis. C'était Veslowski qui jouait le plus mal. Il s'énervait trop, mais en revanche animait les joueurs par son entrain. Il n'arrêtait pas de rire et de crier. Comme les autres hommes, il avait, avec la permission des dames, retiré sa redingote pour rester en bas de chemise. Et sa belle silhouette, son visage coloré, ruisselant de sueur et ses mouvements saccadés se gravaient dans la mémoire. Lorsque Daria Alexandrovna alla se coucher cette nuit-là, dès qu'elle fermait les yeux, elle voyait Vassia Veslowski se ruant d'un bout à l'autre du croquet ground. Pendant la partie, Daria Alexandrovna s'ennuya. Le marivaudage qui se poursuivit entre Anna et Veslowski, et cette affectation d'adulte se livrant à un jeu d'enfant lui déplurent. Mais pour ne pas gêner les autres, et passer le temps, elle se joignit de nouveau au jeu, et fit semblant de s'amuser. Toute la journée, elle eut l'impression de jouer dans une pièce de théâtre avec des acteurs meilleurs qu'elle, auxquels elle nuisait par la médiocrité de son jeu. Elle était venue avec l'intention de rester 2 jours chez Anna si elle s'y plaisait. Mais le soir même, pendant la partie de tennis, elle décida de partir le lendemain. Ses soucis maternels harassants qu'elle avait tellement haïs pendant son voyage lui paraissaient situés dans une autre sphère et l'attiraient de nouveau après une journée d'absence.
lorsqu'après le thé du soir et une promenade nocturne en barque, Daria Alexandrovna rentra seule dans sa chambre, enleva sa robe et s'assit afin de coiffer, pour la nuit, ses cheveux clairsemés. Elle éprouva un grand soulagement. Il lui était même désagréable de penser qu'Anna allait arriver d'un instant à l'autre. Elle désirait rester seule avec ses pensées. Chapitre 23. Dolly allait se mettre au lit lorsqu'Anna entra en vêtements de nuit. Pendant la journée, Anna avait à plusieurs reprises mis la conversation sur des sujets intimes, mais chaque fois, après quelques mots, elle s'était arrêtée. Plus tard, nous reparlerons de tout cela en tête-à-tête. J'ai tellement de choses à te dire, avait-elle dit. Maintenant, elles étaient seules, et Anna ne savait que dire. Elle était assise près d'une fenêtre, regardant Dolly et repassant dans sa mémoire toutes ses réserves d'épanchement intime qui lui semblaient inépuisables, et ne trouvait rien. Il lui sembla que tout avait déjà été dit. « Comment va Kitty ?» dit-elle, avec un gros soupir en regardant Dolly d'un air coupable. « Dis-moi la vérité, Dolly. Est-ce qu'elle ne m'en veut pas ?»« T'en vouloir ? Oh non, » dit Daria Alexandrovna en souriant. « Mais elle me hait, me méprise. »« Non, mais tu sais, cela ne se pardonne pas. » « Oui, oui, » dit Anna en se détournant et en regardant par la fenêtre. « Mais je n'étais pas coupable. Et qui est coupable ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Pouvait-il en être autrement ? Qu'en penses-tu ? Pourrait-il se faire que tu ne sois pas la femme de Stiva ? Vraiment, je n'en sais rien. Mais dis-moi. Oui, oui, mais nous n'avons pas fini avec Kitty. Est-elle heureuse ? Il paraît que c'est un excellent garçon. C'est trop peu pour dire. Je ne connais pas d'homme meilleur. Ah, comme je suis contente. J'en suis enchantée. C'est trop peu de dire que c'est un excellent garçon, répéta-t-elle. Dolly sourit. Parle-moi de toi. Nous avons beaucoup de choses à nous raconter. J'ai eu un entretien avec... Dolly ne savait comment le nommer. Cela la gênait d'autant de l'appeler le comte qu'Alexis Krylovitch. Avec Alexis, dit Anna. Je sais que vous avez parlé. Mais je voulais te demander franchement ce que tu penses de moi, de ma vie. Comment t'expliquer ça de but en blanc? Vraiment, je ne sais pas. Si, dis-moi tout de même. Tu vois quelle a été ma vie. Pardon. Tu vois quelle est ma vie.
N'oublie pas que tu nous vois en été et que nous n'étions pas seuls quand tu es arrivé. Mais nous nous sommes installés ici au début du printemps. Nous avons vécu entièrement seuls. Nous nous retrouverons seuls et je ne désire rien d'autre. Cependant, songe que je suis parfois seul ici, sans lui, et que cela se reproduira. Tout me laisse penser que cela se répétera fréquemment, qu'il passera la moitié de son temps en dehors de la maison, dit-elle, en se levant et en faisant s'asseoir plus près de Dolly, et en venant s'asseoir plus près de Dolly. Bien entendu, fit-elle en prévenant Dolly, qui voulait répliquer. Bien entendu, je ne veux pas le retenir de force. Il n'en est pas question. Maintenant, ce sont les courses. Ses chevaux y prennent part. Il y assistera. J'en suis enchanté, mais pense à moi. Représente-toi ma position. D'ailleurs, à quoi bon parler de cela? Elle sourit. De quoi t'a-t-il donc entretenu? Précisément d'un sujet que je voulais aborder avec toi. Aussi, il me sera facile de me faire son avocat. Des moyens de... Daria Alexandrovna hésita. De régulariser, améliorer ta situation. Tu sais comment je vois les choses, mais malgré tout, si c'est possible, il vaudrait mieux vous marier. Le divorce, alors? Dit Anna. Sais-tu que la seule femme qui soit venue me voir à Pétersbourg a été Betty Tverskoy? Tu la connais, je pense. Au fond, c'est la femme la plus dépravée qui existe. Elle avait une liaison avec Touchkevitch en trompant son mari de la façon la plus ignoble. Et elle m'a dit qu'elle ne voulait pas me voir tant que ma situation serait irrégulière. Ne crois pas que je fasse de comparaison. Je te connais, mon ami, mais ce souvenir m'est revenu malgré moi. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Répéta-t-elle. Qu'il souffrait pour toi et pour lui. Peut-être diras-tu que c'est de l'égoïsme, mais c'est un égoïsme si noble et si légitime. Il désire premièrement légitimer sa fille et être ton mari, avoir des droits sur toi. Quelle femme est aussi esclave que moi dans ma situation? L'interrompit Anna d'un air sombre. Et surtout, il voudrait que tu ne souffres pas. C'est impossible. Et puis, ce qui est bien légitime, il désirerait que vos enfants aient un nom. Quels enfants? Dit Anna, en fermant à demi les yeux et sans regarder Dolly. Annie et ceux qui viendront. À ce sujet, il peut être tranquille. Je n'aurai pas d'autres enfants. Comment peux-tu dire cela? Je n'en aurai pas. Parce que je ne veux plus en avoir. Et malgré son émotion, Anna sourit en remarquant sur le visage de Dolly une expression naïve de curiosité, d'étonnement et d'horreur. Le docteur m'a dit, après ma maladie, c'est impossible, dit Dolly en ouvrant de grands yeux. Pour elle, c'était une de ces découvertes dont les conséquences et les déductions étaient si immenses qu'au premier instant, elle ne pouvait que sentir qu'elle n'en voyait pas toute la portée, mais qu'il lui faudrait y réfléchir longuement. Cette découverte qui lui expliquait soudain, ce qu'elle n'avait jamais pu comprendre, pourquoi certaines familles n'avaient qu'un ou deux enfants, faisait naître en elle tant de pensées, de réflexions et de sentiments contradictoires, qu'elle ne trouvait rien à dire, et se contentait de fixer Anna avec de grands yeux étonnés. C'était exactement ce à quoi elle avait rêvé. Et maintenant, elle savait que c'était impossible.
Elle prenait peur. Elle sentait que c'était la solution trop simple d'un problème trop complexe. N'est-ce pas immoral? Se borna-t-elle à dire après un silence. Pourquoi? Songe qu'il me faut choisir. Ou être enceinte, c'est-à-dire malade, ou être l'amie, la camarade de mon mari. Car c'est tout comme s'il était mon mari, dit Anna, d'un ton involontairement superficiel et frivole. Oui, oui, dit Daria Alexandrovna, qui reconnaissait ses propres arguments, mais qui ne leur trouvait plus la même force de conviction. Pour toi, pour d'autres, disait Anna, comme si elle devinait ses pensées. Il peut encore y avoir un doute. Mais pour moi, comprends donc que je ne suis sa femme qu'autant qu'il m'aime. Et comment entretiendrai-je son amour comme cela? Elle fit de ses mains blanches un geste devant sa ceinture. Ainsi qu'il arrive dans les moments d'émotion, pensées et souvenirs se pressaient dans l'esprit de Daria Alexandrovna avec une extrême rapidité. Je n'ai pas su garder Stiva, songeait-elle. Il s'est détaché de moi. Et la première femme pour qui il m'a trompé ne l'a pas gardé non plus, bien qu'elle fût gaie et jolie. Il l'a quittée pour en prendre une autre. Anna retiendra-t-elle de cette façon le comte Vronsky? Pour peu qu'il les cherche, il trouvera des toilettes et des façons encore plus séduisantes. Aussi blancs, aussi beaux que soient ses bras nus, aussi élégante que soit sa taille, aussi charmant que soit son visage animé, encadré de cheveux noirs. Il trouvera mieux encore, tout comme mon cher, pitoyable et indigne mari. Dolly ne répondit rien et se contenta de soupirer. Anna remarqua ce soupir qui exprimait de la réprobation et poursuivit. Elle avait encore des arguments si puissants qu'on ne pouvait rien y répondre. Tu dis que c'est mal, mais il faut raisonner, reprit-elle. Tu oublies ma situation. Comment puis-je désirer des enfants? Je ne parle pas de la souffrance, je ne la redoute pas. Mais songe à ce que seraient mes enfants, des malheureux qui porteraient un autre nom que celui de leur père. Leur naissance même les mettrait dans la nécessité de rougir de leur mère, de leur père, de leur existence. C'est justement pour cela que le divorce est nécessaire. Mais Anna ne l'écoutait pas. Elle voulait conduire à leur terme ces raisonnements qu'elle s'était tant de fois tenus à elle-même. Pourquoi la raison m'aurait-elle été donnée si je ne l'emploie pas à éviter de mettre au monde des malheureux? Elle regarda Dolly, mais, sans attendre de réponse, reprit. Je me sentirai toujours coupable envers ces infortunés enfants. S'ils n'existent pas, au moins ils ne sont pas malheureux. Tandis que s'ils étaient malheureux, j'en serais la seule responsable. C'étaient justement les arguments que Daria Alexandrovna s'était formulés. Mais maintenant, elle les écoutait sans les comprendre. Comment peut-on être coupable envers des êtres qui n'existent pas? Se disait-elle. Et soudain il lui vint une idée. Aurait-il mieux valu pour Gritcha, son préféré, de ne jamais exister? Cela lui parut si étrange, si saugrenu qu'elle secoua la tête pour disperser cet essaim de pensées folles et tourbillonnantes. Si, je crois que c'est mal, dit-elle avec une expression de dégoût. N'oublie pas qui tu es et qui je suis. De plus, ajouta Anna, comme si, malgré la force de ses arguments et la faiblesse de ceux de sa belle-sœur, elle sentait que c'était mal. N'oublie pas que je ne me trouve pas dans la même situation que toi. Pour toi, la question est de savoir si tu désires ne plus avoir d'enfant. Pour moi,
si je désire en avoir. Et cela fait une grande différence. Tu comprends que je ne peux pas le désirer dans ma position. Daria Alexandrovna ne répliqua point. Elle sentit tout à coup qu'elle était si éloignée d'Anna qu'il y avait des questions sur lesquelles elle ne serait jamais d'accord, et qu'il valait mieux ne pas en parler. Chapitre 24. Raison de plus pour régulariser ta situation, si c'est possible, dit Dolly. Oui, c'est possible, fit Anna d'une voix soudain changée, basse et triste. Le divorce est-il impossible? On m'avait dit que ton mari y consentait. Dolly, je préférerais ne pas parler de cela. C'est bon, n'en parlons plus, se hâta de dire Daria Alexandrovna, en voyant sur le visage d'Anna une expression de souffrance. Mais il me semble que tu prends cela trop au tragique. Moi? Pas le moins du monde. Je suis tout à fait contente et satisfaite. Tu as vu, je fais des passions. Veslowski. Oui, à vrai dire, le ton de Veslowski m'a déplu, dit Daria Alexandrovna, désireuse de changer de conversation. Pourquoi donc? Cela chatouille l'amour-propre d'Alexis, rien de plus. C'est un gamin. Je le tiens en main, j'en fais ce que je veux. C'est comme ton Gritcha. Dolly, reprit-elle en changeant brusquement de ton. Tu dis que je prends les choses au tragique. Tu ne peux pas comprendre. C'est trop affreux. Je m'efforce de ne pas voir. Il faut, cependant, il faut faire tout ce qui est en ton pouvoir. Mais qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Rien. Tu dis qu'il faut que j'épouse Alexis, que je n'y songe pas. Je n'y songe pas, répéta-t-elle, et le rouge lui monta au visage. Elle se leva, se redressa, poussa un profond soupir et se mit à arpenter la chambre d'un pas léger, en s'arrêtant de temps à autre. Je n'y pense pas. Il n'y a pas de jour ou d'heure où je n'y pense, et où je ne me reproche d'y penser, car cette idée pourrait me rendre folle. Me rendre folle, répéta-t-elle. Quand je me mets à y penser, je ne peux plus m'endormir sans morphine. Mais c'est bon, parlons calmement. On me dit de divorcer. D'abord, il n'y consentira pas. Il est maintenant sous l'influence de la comtesse Lydie Ivanovna. Daria Alexandrovna, toute droite sur sa chaise, suivait d'un regard compatissant Anna qui marchait de long en large. Il faut essayer, dit-elle d'une voix douce. Admettons. Tu sais ce que cela signifie, dit-elle, exprimant visiblement une pensée ressassée 1000 fois et apprise par cœur. Cela signifie que, le haïssant mais me reconnaissant néanmoins coupable envers lui, je devrais m'abaisser à lui écrire.
Mais supposons que je fasse cet effort. Ou bien je recevrai une réponse insultante, ou bien j'obtiendrai son consentement. Supposons que j'ai reçu son consentement. Anna, à ce moment, se trouvait à l'autre bout de la pièce et s'était arrêtée pour arranger le rideau. J'ai son consentement et... et mon fils. Ils ne me le rendront pas. Il grandira en me méprisant chez son père que j'aurai abandonné. Comprends donc que j'aime également, mais tous deux plus que moi-même, deux êtres, Serioja et Alexis. Elle s'était avancée jusqu'au milieu de la pièce et s'était arrêtée devant Dolly, en pressant ses mains contre sa poitrine, dans son peignoir blanc. Elle paraissait particulièrement imposante. Elle penchait la tête et regardait en dessous de ses yeux humides et étincelants la petite Dolly, toute tremblante d'émotion, maigre et chétive, dans sa camisole reprisée et sous sa coiffe de nuit. Je n'aime que ces deux êtres au monde, et l'un exclut l'autre. Je ne peux les réunir alors que c'est mon unique désir. Et si je n'y parviens pas, tout le reste m'est indifférent. Tout, tout m'est indifférent. Cela finira d'une manière ou de l'autre. Aussi, je ne peux pas. Je ne veux pas en parler. Ne me fais pas de reproches, ne me critique pas. Tu es trop pure pour comprendre tout ce que je souffre. Elle s'approcha de Dolly, s'assit à côté d'elle et lui prit la main en la regardant d'un air coupable. Qu'en penses-tu? Que penses-tu de moi? Ne me méprise pas. Je ne mérite pas qu'on me méprise. Je suis surtout malheureuse. Si quelqu'un est malheureux, c'est bien moi, fit-elle, et, se détournant, elle fondit en larmes. Demeurée seule, Dolly pria et se coucha. Elle avait plaint Anna de tout son cœur, tandis qu'elle s'entretenait avec elle. Mais maintenant, elle ne pouvait se forcer à penser à elle. Sa maison, ses enfants se présentèrent à son souvenir avec un attrait, un rayonnement nouveau. Ce monde qui était le sien lui semblait maintenant si précieux et si plein de charme qu'elle ne voulait pas en rester éloignée un jour de plus. Aussi décida-t-elle de partir sans faute le lendemain. Anna, pendant ce temps, était revenue dans son boudoir. Elle y avait pris un petit verre où elle avait versé quelques gouttes d'un remède qui contenait principalement de la morphine et, après l'avoir avalé et être restée quelques instants immobile, elle s'était rendue dans sa chambre à coucher, calme et rassérénée. Lorsqu'elle entra, Vronsky la regarda avec attention. Il cherchait des traces de la conversation qu'elle avait dû avoir avec Dolly, puisqu'elle était restée si longtemps dans la chambre. Mais son expression fermée, à la fois exaltée et contenue, il ne vit que cette beauté dont il subissait toujours le charme. Malgré l'habitude, la conscience de cette beauté et le désir qu'elle agit sur lui. Il ne voulut pas lui demander de quoi elle s'était entretenue, mais il espérait qu'elle parlerait la première. Or, elle se borna à lui dire « Je suis contente que Dolly t'ait plu, car elle te plaît, n'est-ce pas? Je la connais depuis longtemps. C'est une femme excellente, mais excessivement terre-à-terre. Malgré tout, je suis ravi qu'elle soit venue. » Il prit la main d'Anna et fixa sur son visage un regard interrogateur. Elle interpréta différemment ce regard et lui répondit par un sourire. Le lendemain matin, malgré les instances de ses hôtes, Daria Alexandrovna fit ses préparatifs de départ. Le cocher de Lévin,
morne et résolue avec son cafetan usagé et son chapeau qui rappelait vaguement celui des postillons, amena la calèche au garde-crotte rapiécé et à l'attelage dépareillé dans l'allée couverte de sable qui menait au perron couvert. Les adieux à la princesse Barbara et aux hommes furent désagréables à Daria Alexandrovna. Après avoir passé une journée ensemble, elle sentait ainsi que ses hôtes qu'ils ne, elle sentait ainsi que ses hôtes qu'ils ne se convenaient pas et qu'il valait mieux se séparer. Seule, Anna était triste. Elle savait qu'après le départ de Dolly, personne ne viendrait plus réveiller les sentiments que cette entrevue avait agités dans son âme. Ces sentiments étaient douloureux. Mais elle savait que c'était la meilleure partie de son âme, et que cette partie de son âme serait bientôt envahie par la vie qu'elle menait. Lorsqu'elle eut gagné la pleine campagne, Daria Alexandrovna éprouva un agréable sentiment de soulagement. Elle voulait demander à ses compagnons s'ils s'étaient plu chez Vronsky, mais le cocher Philippe prit le premier la parole. Pour des Richards, c'est des Richards, mais ils ne m'ont donné en tout et pour tout que 3 mesures d'avoine. Les pauvres bêtes avaient tout ratissé avant le chant des coqs. 3 mesures, autant dire rien, juste de quoi se mettre en appétit. On compte aujourd'hui l'avoine 45 kopecks au relais. Chez nous, on ne mesure pas l'avoine aux chevaux des visiteurs. Je suis bien tranquille. Oui, le Seigneur est regardant, appuya le teneur de livres. Et les chevaux, les as-tu trouvés beaux? Demanda Dolly. Ah, ça oui, il n'y a rien à dire. Et la nourriture était bonne aussi. Pourtant, je ne me sentais pas dans mon assiette, Daria Alexandrovna. Je ne sais pas si vous pensez comme moi, dit-il, en tournant vers elle son beau visage honnête. Oui, moi non plus. Dis-moi, est-ce que nous arriverons avant la nuit? On va faire son possible. Daria Alexandrovna trouva ses enfants en bonne santé et plus charmants que jamais. Elle décrivit avec animation son voyage, la réception qu'on lui avait faite, le luxe, l'élégance des Vronsky, leur divertissement, et ne permit à personne de faire la moindre critique. Il faut connaître Anna et Vronsky, et je les connais mieux maintenant, pour comprendre combien ils sont charmants et touchants, disait-elle, cette fois tout à fait sincèrement, en oubliant le vague sentiment de mécontentement et de malaise qu'elle avait ressenti là-bas. Chapitre 25. Vronsky et Anna passèrent tout l'été et une partie de l'automne à la campagne, dans les mêmes conditions, sans prendre aucune mesure au sujet du divorce. Ils avaient résolu de ne pas quitter leur demeure, mais tous deux sentaient, lorsqu'ils eurent vécu longtemps seuls, surtout en automne après le départ de leurs invités,
qu'il ne pouvait supporter cette vie et qu'il faudrait la changer. Il semblait ne pouvoir désirer une plus belle existence. Ils avaient la fortune, la santé, un enfant. Chacun d'eux avait ses occupations. Anna, même en l'absence de ses invités, continuait à prendre soin d'elle-même et lisait les ouvrages à la mode, romans et livres sérieux. Elle faisait venir tous les livres dont on faisait l'éloge dans les journaux et revues étrangères, qu'elle recevait et les lisait avec cette attention qu'on n'accorde à la lecture que dans la solitude. Outre cela, elle étudiait dans des ouvrages ou dans des revues spécialisées tous les sujets qui intéressaient Vronsky, et souvent il la consultait sur des questions d'agronomie, d'architecture, ou même d'élevage de chevaux ou de sport. Étonné de ses connaissances et de sa mémoire, il les mit tout d'abord en doute et demanda des références, mais elle retrouva dans les ouvrages les passages demandés et les lui indiqua. L'aménagement de l'hôpital l'intéressait également. Non seulement elle le surveillait, mais y mettait la main elle-même et trouvait de nouveaux agencements. Mais malgré tout, son principal souci était elle-même. Elle-même, dans la mesure où elle était chère à Vronsky et pouvait lui tenir lieu de tout ce qu'il avait abandonné. Vronsky appréciait ce désir non seulement de lui plaire, mais de le servir qui était devenu l'unique but de l'existence d'Anna. Mais en même temps, ces liens d'amour dont elle essayait de l'envelopper lui pesaient. Plus le temps passait, plus souvent il se voyait enveloppé de ces liens. Plus il désirait non tellement y échapper, que vérifier s'il n'entravait pas sa liberté. Sans ce désir toujours grandissant de se sentir libre, de ne pas avoir de scène chaque fois qu'il se rendait au chef-lieu pour assister à une réunion ou pour les courses, Vronsky eût été entièrement satisfait de son existence. Le rôle qu'il avait choisi, celui d'un de ces riches propriétaires qui devaient constituer le noyau de l'aristocratie russe, non seulement était parfaitement de son goût, mais lui procurait des satisfactions toujours croissantes, maintenant qu'il avait vécu 6 mois ainsi. Ses travaux, qui l'absorbaient de plus en plus, étaient en bonne voie. Malgré les sommes énormes que lui avait coûté l'hôpital, les machines, le bétail commandé de Suisse et bien d'autres acquisitions, il était convaincu qu'il n'avait pas ébranlé, mais au contraire consolidé sa fortune. Lorsqu'il s'agissait de ses revenus, de vente de bois, de céréales, de laine ou d'affermage de terre, Vronsky était dur comme un roc et savait maintenir ses prix. Pour l'agriculture, il s'en tenait aux méthodes les plus simples et les moins risquées, et se montrait prudent et économe dans les petits détails. Malgré la ruse et l'habileté de son régisseur allemand qui essayait de l'entraîner en lui présentant chaque nouvel achat comme une économie capable de lui faire réaliser immédiatement des bénéfices, Vronsky ne se laissait pas circonvenir. Il écoutait son régisseur jusqu'au bout, le questionnait et ne se rangeait à son avis que lorsque l'entreprise projetée était absolument nouvelle en Russie et capable de faire sensation. Il ne se résolvait à de grandes dépenses que lorsqu'il en avait un excédent et, tout en faisant cette dépense, il s'enquérait des moindres détails, soucieux d'acquérir en échange de son argent ce qu'il y avait de mieux. De cette manière, il était clair que loin de compromettre sa fortune, il l'accroissait. En octobre, avait lieu l'élection des maréchaux de la noblesse dans la province de Kachine, où se trouvaient les terres de Vronsky, de Sviazhsky, de Koznichev, d'Oblonsky et une petite partie de celle de Lévin. Ces élections, en raison des circonstances et des personnalités qui y prenaient part, attiraient sur elles l'attention de la société.
On en parlait beaucoup et on s'y préparait. Des gens qui habitaient Moscou, Pétersbourg, l'étranger, et qui n'avaient jamais assisté à des élections faisaient route vers le chef-lieu. Vronsky avait depuis longtemps promis à Zjaski d'être présent. Peu de temps auparavant, Zjaski, qui venait souvent en visite à Vosvienskoye, passa voir Vronsky. La veille encore, Vronsky et Anna s'étaient presque querellés au sujet de ce voyage. On était dans cette partie de l'automne la plus fastidieuse à la campagne, et Vronsky, en se préparant à une lutte, annonça son départ à Anna avec une expression froide et sévère qu'il n'avait jamais eue auparavant pour lui parler. À sa grande surprise, Anna prit cette nouvelle fort calmement et lui demanda seulement quand il reviendrait. Il la regarda avec attention, sans comprendre cette sérénité. Elle répondit à son regard par un sourire. Il connaissait cette faculté d'Anna de se retirer en elle-même et savait qu'elle n'en usait que lorsqu'elle avait pris quelque décision qu'elle ne voulait pas lui communiquer. Il craignait cet état. Mais il était tellement désireux d'éviter une scène qu'il fit mine de croire. Il crut même, en partie, qu'elle était devenue plus raisonnable. « J'espère que tu ne t'ennuieras pas. »« Moi aussi, » dit Anna. « J'ai reçu hier une caisse de livres de chez Gauthier. Non, je ne m'ennuierai pas. » C'est un ton qu'elle veut adopter, pensa-t-il. Tant mieux. Autrement, c'est toujours la même chose. Il partit ainsi, sans l'amener à une explication. C'était la première fois depuis les débuts de leur liaison qu'il la quittait sans qu'il se fût expliqué à fond. D'un côté, cela l'inquiétait, mais de l'autre, il trouvait que c'était mieux. Au début, il restera entre nous comme maintenant quelque chose de confus, d'inexprimé, puis elle s'y habituera. En tout cas, je suis prêt à tout lui sacrifier, sauf mon indépendance, se dit-il. Chapitre 26. En septembre, Lévin s'était rendu à Moscou pour les couches de Kitty. Cela faisait déjà un mois qu'il était désœuvré à Moscou lorsque Serge Ivanovitch, qui avait une propriété dans la province de Kachine et prenait grand intérêt aux élections prochaines, se prépara à partir là-bas. Il invita son frère, qui possédait une terre dans le district de Selezniev, à l'accompagner. De plus, Lévin avait à régler à Kachine pour sa sœur qui vivait à l'étranger une affaire pressante de tutelle et de recouvrement. Lévin était dans l'indécision, mais Kitty, qui voyait qu'il s'ennuyait à Moscou et qui lui conseillait de partir, lui commanda en cachette un uniforme de délégué de la noblesse qui coûtait 80 roubles. Cette dépense décida Lévin à partir. Il se rendit donc à Kachine. Lévin était déjà depuis 5 jours à Kachine, se rendant quotidiennement aux réunions et faisant des démarches pour les affaires de sa sœur, qui ne s'arrangeaient pas. Les maréchaux de la noblesse étaient tous occupés des élections, et l'on ne pouvait régler la question la plus simple qui dépendait du conseil de tutelle. La seconde, l'encaissement de la redevance de rachat,
se heurtait également à des obstacles. Après de longues démarches pour faire lever la saisie arrêt, l'argent était prêt à être versé, mais le notaire, un homme fort complaisant, ne pouvait lui délivrer de bons sur les trésors parce que la signature du président était nécessaire, et que celui-ci, sans se démettre de sa charge, était à la cession. Tous ces tracas, allées et venues, conversations avec de très braves gens qui comprenaient fort bien le désagrément de la posture du solliciteur, mais qui ne pouvaient lui venir en aide, toute cette tension qui n'aboutissait à aucun résultat faisait naître en Lévin un sentiment torturant, semblable à cette impuissance irritante que l'on ressent en rêve lorsqu'on veut employer sa force physique. Il éprouvait cela souvent en s'entretenant avec son fondé de pouvoir. Celui-ci, un excellent homme, semblait faire tout ce qu'il pouvait et employer toutes les ressources de son intelligence à tirer Lévin d'embarras. Essayez ceci, lui disait-il. Allez à tel et tel endroit. Et le fondé de pouvoir bâtissait tout un plan pour étudier la difficulté à laquelle tout le reste s'achoppait. Mais aussitôt après, il ajoutait: cela ne servira à rien, mais essayez toujours. Et Lévin essayait, faisait une nouvelle visite. Tous étaient bons et aimables, mais l'obstacle contourné surgissait à nouveau pour barrer le chemin. Le plus vexant était que Lévin ne pouvait comprendre avec qui il luttait, à qui il était profitable que ses démarches n'aboutissent point. Et cela, personne ne semblait le savoir. Le fondé de pouvoir l'ignorait, comme les autres. Si encore Lévin avait pu comprendre, de même qu'il comprenait qu'on ne peut s'approcher d'un guichet de gare qu'en faisant la queue, il n'en aurait pas éprouvé de contrariété. Mais personne ne pouvait lui expliquer l'existence des obstacles qu'il rencontrait. Lévin avait beaucoup changé depuis son mariage. Il était patient, et s'il ne comprenait pas pourquoi tout était agencé ainsi, il se disait qu'il ne pouvait juger sans savoir tout, que c'était sans doute nécessaire, et il s'efforçait de ne pas se révolter. Maintenant, en assistant aux élections et en y prenant part, il essayait également de ne pas formuler de critiques, de ne pas se disputer, et de comprendre autant que possible cet événement dont des gens honnêtes et estimables, qu'il respectait, s'occupaient avec tant de sérieux et d'enthousiasme. Depuis qu'il était marié, Lévin avait découvert dans l'existence tant d'aspects sérieux qu'auparavant, par étourderie, il jugeait futiles. Il supposait et cherchait aussi aux élections une signification sérieuse. Serge Ivanovitch lui expliquait le sens et la portée de cette prétendue révolution. Le maréchal de la noblesse de cette province, dans les mains duquel se trouvaient, de par la loi, tant d'institutions importantes, y compris les tutelles, celles-là même qui causaient des désagréments à Lévin, des sommes énormes, les lycées, l'instruction publique, et enfin l'administration provinciale. Le maréchal de la noblesse, Snietkov, était un noble de vieille souche, qui avait gaspillé une immense fortune. Un brave homme, honnête dans son genre, mais totalement étranger aux exigences de l'époque. Dans toutes les questions, il prenait toujours la défense de la noblesse, s'opposait franchement à l'extension de l'instruction publique et donnait aux zemstvos, qui devaient avoir une si grande importance, un caractère de caste. Il fallait mettre à sa place un homme actif, jeune, de son époque, tout à fait nouveau, et gérer la charge de façon à extraire des droits octroyés à la noblesse, non en tant que noblesse, mais en tant qu'élément du zemstvo, tous les avantages de l'autonomie qu'il était possible d'en tirer. Dans la riche province de Kachin, qui allait toujours de l'avant,
étaient à présent rassemblés de telle force qu'une action opportune menée ici pouvait servir d'exemple aux autres provinces et à toute la Russie. C'était pourquoi la session présente avait tant d'importance. On prévoyait à la place de Snetkov ou Sijaski, ou encore mieux Nevdioski, un ancien professeur, homme remarquablement intelligent et grand ami de Serge Ivanovitch. Le gouverneur ouvrit la session par un discours où il invitait les nobles à choisir des dignitaires, non selon leur sympathie, mais selon le mérite et pour le bien de la patrie. Il ajouta qu'il espérait que la noblesse de Kachine accomplirait religieusement son devoir, comme aux élections précédentes, et justifierait ainsi la confiance du monarque. Lorsqu'il eut terminé son discours, le gouverneur quitta la salle et les nobles, bruyants et animés. Quelques-uns, même enthousiastes, le suivirent et l'entourèrent tandis qu'il mettait sa pelisse et s'entretenait amicalement avec le maréchal de la noblesse. Lévin, qui désirait participer à tout et ne rien laisser échapper, était mêlé à la foule, et il entendit le gouverneur dire « Je vous prie de transmettre à Marie Ivanovna tous les regrets de ma femme, mais elle doit passer à l'asile. » Sur ce, les nobles endossèrent gaiement leurs pelisses, et tous se rendirent à la capitale. Là, Lévin, levant la main avec les autres et répétant les paroles de l'archiprêtre, jura par les serments les plus horrifiques de répondre à toutes les espérances du gouverneur. Les offices liturgiques impressionnaient toujours Lévin, et lorsqu'il prononça les mots « Je baise la croix » et se retourna pour regarder cette foule d'hommes jeunes ou vieux qui prononçaient les mêmes paroles, il se sentit touché. Le lendemain et le surlendemain, on s'occupa du budget et du collège de jeunes filles, question qui, à en croire Serge Ivanovitch, ne présentait aucun intérêt. Aussi, Lévin, occupé par ces démarches, ne les suivit-il pas. Le 4e jour, on vérifia les comptes de la province, et pour la première fois, il se produisit un heurt entre le nouveau parti et l'ancien. La commission chargée de vérifier les sommes annonça à l'Assemblée que tout était en règle. Le maréchal de la noblesse se leva, remercia l'Assemblée pour la confiance qu'elle lui accordait et versa quelques larmes. Les nobles l'acclamèrent et lui serrèrent la main. Mais à ce moment, un des membres du parti de Serge Ivanovitch déclara qu'il avait entendu dire que la commission n'avait pas procédé à la vérification, estimant que c'eût été un outrage pour le maréchal. L'un des membres de la commission confirma imprudemment ces dires. Alors, un petit monsieur, apparemment très jeune, mais très sarcastique, insinua que le maréchal de la noblesse se serait sans doute fait un plaisir de rendre compte de sa gestion, et que l'excessive délicatesse de la commission le privait de cette satisfaction morale. Alors, les vérificateurs retirèrent leur déclaration, et Serge Ivanovitch commença à démontrer qu'il fallait annoncer à l'Assemblée ou que les comptes avaient été vérifiés, ou qu'ils ne l'avaient pas été, et il développa longuement ce dilemme. Un beau parleur du parti adverse donna la réplique à Serge Ivanovitch. Ensuite, Svijaski prit la parole. Puis ce fut de nouveau le tour du monsieur sarcastique. La discussion dura longtemps, et rien n'y venait mettre fin. Lévin était d'autant plus étonné qu'on discuta si longuement cette question, que lorsqu'il demanda à Serge Ivanovitch s'il soupçonnait Snetkov de dilapidation, celui-ci lui répondit « Oh non, c'est un honnête homme. » Mais il fallait ébranler cette façon patriarcale de diriger les affaires. Le 5e jour eurent lieu les élections des maréchaux de district. La journée fut assez orageuse.
dans certains districts. Dans le district de Selezniev, Sviatsky fut élu à l'unanimité et offrit le jour même un dîner.